Bonjour à tous, il me semble qu'on est live. Nous vous accueillons aujourd'hui depuis Léona, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Parmi nos activités, nous avons 2 programmes d'accompagnement des startups, SEED, pour l'amorçage et la structuration des business plans de jeunes startups, et Catalyst. Ce programme a été lancé en janvier et vise à favoriser et accélérer les partenariats entre Vinci et les startups ou scale-ups dans leur phase de développement commercial. La session d'aujourd'hui est la 9e du cycle de 11 présentations quotidiennes de collaboration entre les startups de notre programme et les business units de Vinci. Aujourd'hui, nos intervenants sont Jean-Baptiste Batti, directeur du développement France de Spacemaker. Il échangera avec Fabrice Kerlogo, référent BIM chez Vinci Immobilier, et Alexandre Cousin, directeur du Generative Design chez Vinci Construction France. Dans un premier temps, on va entendre Spacemaker et sa présentation, puis Alex et Fabrice décriront leurs rôles respectifs au sein de Vinci. On aura ensuite un échange pendant une vingtaine de minutes. Vous pourrez aussi poser vos questions sur le chat et je me ferai votre porte-voix en fin de la discussion. Et pendant la présentation des slides de Jean-Baptiste, vous pouvez cliquer sur ces slides pour les voir en plus grand. Jean-Baptiste, tu peux lancer ton partage d'écran. Ouais. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Louis, pour cette introduction et puis pour cette invitation. Et j'en profite du coup, au cas où j'oublie, merci à Léonard et au groupe Vinci pour nous accueillir et nous accompagner. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Watine, je suis le directeur du développement chez Spacemaker. Spacemaker, nous sommes une entreprise technologique norvégienne à l'origine, donc qui avons débuté nos activités en France cette année. Et on est, pour vous donner un ordre d'idée, on a une grosse centaine d'employés. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous avons développé, en utilisant des technologies d'intelligence artificielle et de generative design, nous aidons les promoteurs immobiliers comme Vinci Immobilier ou des architectes, en tout cas des équipes projets, on va les appeler comme ça, à optimiser leurs opérations immobilières. Donc, comme l'a dit Louis, là, je vais faire une présentation de 15-20 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on pourra y répondre après ou même plus tard, si vous m'envoyez un mail, je serai ravi d'y répondre. Alors, du coup, pour commencer, ce que je voulais commencer ma présentation un peu en vous expliquant pourquoi Spacemaker a été créé et quels sont un peu les problèmes auxquels qu'on essaie de résoudre. Et en fait, j'ai sélectionné quelques articles de presse qui sont parus ces 2-3 derniers mois avec le confinement et la crise liée au Covid-19. Et en fait, tous ces articles de presse expliquent qu'il faut repenser la manière dont on pense l'urbanisme, et en fait, quand on regarde, ils opposent beaucoup densité et qualité de vie des logements. Il faut savoir notamment que Paris, c'est 21 000 habitants par kilomètre carré. C'est une des villes les plus denses du monde. C'est 3 fois la densité de Tokyo et de Hong Kong. Et donc, beaucoup, peut-être à juste titre, pensent qu'il faut aller vers une dédensification des villes. En même temps, il y a l'objectif gouvernemental de zéro artificialisation nette des sols. Donc, on voit bien qu'on est face à une opposition entre densification, qualité de vie. Et en fait, chez Spacemaker, nous sommes convaincus que les technologies numériques, que ce soit le cloud computing, que ce soit l'intelligence artificielle ou le generative design, permettent en fait d'arriver à combiner densité et qualité de vie et de ne pas les opposer. Et c'est ça en fait qu'on essaie de faire, qu'on fait chez Spacemaker, c'est de permettre à des équipes projets de prendre en compte leurs contraintes de densité et de qualité de vie pour optimiser leur projet. Donc, j'en ai déjà parlé. Le problème auquel sont confrontés des équipes projets, ou des promoteurs immobiliers, c'est que ils ont des dizaines de contraintes à concilier en parallèle. Donc, j'ai parlé de densité, j'ai parlé de qualité de vie. Vous avez bien entendu en France les contraintes liées au PLU. Vous avez des contraintes programmatiques, les contraintes parfois politiques. Et aujourd'hui, et en fait, quand notre fondateur, qui est architecte lui-même, travaillait sur des projets, il était frustré puisque toutes ces contraintes étaient prises en compte de manière séparée par des personnes différentes, que ce soit des bureaux d'études, des architectes, des promoteurs, et souvent de manière séquentielle. Et donc, en fait, quand on commençait à optimiser une contrainte, je ne sais pas, pardon, vous créez
voilà, vous créez des barrières pour vous protéger de la pollution sonore, ben vous pouvez désoptimiser, par exemple, votre luminosité. Et donc, du coup, il y avait nécessairement des allers-retours successifs et potentiellement des pertes de temps. Et donc, l'idée de SpaceMaker, en tout cas, le problème auquel qu'on essaie de résoudre, c'est comment on peut concilier toutes ces contraintes en même temps et faire travailler en même temps sur une même plateforme, sur un même outil, l'ensemble des parties prenantes d'un projet. Et donc, le generative design, c'est potentiellement une des solutions pour arriver à résoudre ces contraintes et à les prendre en compte en même temps. Alors, bien entendu, il faut savoir de quoi on parle. Comment le generative design peut aider? Le generative design, il peut aider en explorant un grand nombre de propositions très rapidement. C'est-à-dire, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure, mais en quelques clics, vous pouvez avoir des dizaines ou voire des centaines ou des milliers de propositions par exemple, de plans masse. Et là où un humain va naturellement en fait limiter son imagination à 3 ou 4 options, et même humainement, il n'a pas forcément le temps d'en explorer, ne serait-ce que faire les dessins, tout simplement de dessiner une centaine de propositions, ça lui prendrait un temps fou. Là où la machine et le generative design peut explorer un grand nombre de propositions. Ça permet aussi de prendre en compte des paramètres mathématiques et des contraintes objectives. C'est-à-dire qu'on peut rentrer comme input pour l'algorithme un certain nombre de contraintes, que ce soit des contraintes géométriques comme celles qu'on peut trouver dans le PLU, ou des contraintes d'optimisation des qualités de vie. La luminosité, également, sont des calculs, ou l'ensoleillement sont des calculs mathématiques, et vous pouvez demander à la machine de prendre en compte ces contraintes et de vous proposer uniquement des solutions qui optimisent l'ensoleillement. Et enfin, le generative design, ça permet de donner très rapidement des premiers résultats objectifs et factuels à l'utilisateur. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour qu'il vous aide à savoir quels sont les points forts et les points faibles de votre site. Très rapidement, vous allez pouvoir voir comment il alloue les volumes et donc, de ce fait, vous allez pouvoir comprendre quelles sont les solutions vers lesquelles vous voulez vous orienter et celles vers lesquelles vous voulez éviter d'utiliser. Mais donc, du coup, ça, c'est ce que le generative design est capable de faire. Et je pense qu'il faut rapidement expliquer ce que le generative design n'est pas capable de faire. Aujourd'hui, et je ne pense pas que ça arrivera un jour, le generative design n'est pas un bouton magique sur lequel vous appuierez et qui, en 5 minutes, vous donnerait votre version définitive de votre projet. Tout simplement, par exemple, le generative design peut vous proposer 100 solutions. Il ne vous dira jamais quelle est la meilleure et quelle est la 100e. Ça, c'est l'humain qui est obligé de le faire. Il peut en prendre en compte des paramètres mathématiques, mais jamais il permettra de prendre en compte des paramètres architecturaux, des paramètres sociaux, par exemple, tout simplement, si vous avez un grand site, ou des contraintes subjectives, des contraintes politiques. Vous aurez toujours besoin d'un humain pour comprendre et pour traiter l'information qui est donnée par la machine. Et enfin, et c'est ce que j'expliquais, aujourd'hui, le generative design propose des solutions, mais il faut les voir comme une première étape qui doivent aider l'humain à accélérer son travail, mais pas à le remplacer. Alors, en aucun cas, le generative design ne remplace l'humain. C'est plus pour l'aider. Et donc, du coup, en fait, le generative design, si on le prend indépendamment, comme une brique seule, c'est insuffisant. Et c'est ça ce que je voulais expliquer en présentant SpaceMaker, c'est que SpaceMaker, c'est une plateforme collaborative qui permet d'optimiser une opération immobilière, qui utilise une brique de generative design, mais ce n'est pas la seule brique que nous en fait, l'histoire de SpaceMaker, donc nous, on a été créé en 2016, c'est un assez bon exemple de cette prise de conscience, c'est-à-dire qu'on a commencé comme une entreprise très orientée intelligence artificielle generative design. Et au fur et à mesure qu'on a présenté notre outil à des utilisateurs, ils nous ont demandé d'ajouter différentes fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, vous avez 3 fonctionnalités majeures. Vous avez l'acquisition de données. Donc par exemple, en France, vous rentrez votre adresse et très rapidement, comme on est branché automatiquement aux API du cadastre et de l'IGN, ça permet de créer votre site 3D en quelques secondes. On nous a demandé, puisqu'on travaille avec des architectes, est-ce qu'on peut importer des modèles qu'on a déjà réalisés et ensuite utiliser le generative design en plus de nos modèles. Donc, on a rajouté cette fonctionnalité. On a rajouté des fonctionnalités de design intelligent, c'est-à-dire vous avez votre generative design, mais ce qui est bien, c'est si ensuite vous pouvez l'améliorer vous-même. Vous partez d'une première base créée par la machine et vous la modifiez en 2D, en 3D. Donc, on a des outils de conception. On a des outils d'optimisation des volumes, etc. Et enfin, la troisième grande branche de SpaceMaker, c'est tout ce qui est aide à la décision. C'est comment
une fois que le Generative Design m'a proposé un certain nombre de solutions, je suis capable de les analyser. Et donc, SpaceMaker permet de faire des analyses, que ce soit des analyses acoustiques, d'ensoleillement, de luminosité, de vue, bref, un très grand nombre d'analyses sur votre site qui vous permet ensuite, vous-même, une fois que vous avez commencé à avoir une maquette, d'identifier le potentiel de votre maquette, d'identifier éventuellement les zones à améliorer dans votre maquette, et donc de travailler de manière itérative. Et c'est la manière dont SpaceMaker est utilisé par nos utilisateurs. C'est un aller-retour permanent entre le design, que ce soit le generative design ou le design manuel, et l'aide à la décision. Et donc, c'est comme ça que SpaceMaker s'utilise de manière itérative. Et enfin, je pense que c'est ce qui est en bas de cette page. SpaceMaker est un outil collaboratif. Donc, la manière dont nous fonctionnons, c'est que nous sommes une plateforme qui n'est pas utilisée par un unique utilisateur, mais bien par l'ensemble d'une équipe projet. Donc, les promoteurs qui vont regarder peut-être utiliser SpaceMaker pour définir leur programme ou aussi pour leur calcul pour la conception. Les architectes, donc là, qui vont utiliser SpaceMaker pour optimiser leur maquette 3D. Des ingénieurs qui peuvent, par exemple, être mobilisés pour l'acoustique, etc. Ou même des pouvoirs publics parfois. On l'a déjà vu, des équipes projets qui ont collaboré avec des équipes municipales pour définir et accélérer en fait le temps de développement pour réduire les frictions et tous travailler dans la même plateforme. Donc, SpaceMaker, c'est ce que j'ai dit, et je pense que nous sommes une plateforme SaaS, donc pas besoin de la télécharger, et nous ne sommes pas des consultants. Nous sommes bien un éditeur de logiciels que nous mettons à disposition d'un ensemble d'acteurs. Donc, nos clients sont les promoteurs immobiliers, comme Vinci Immobilier, et ces promoteurs immobiliers mettent à disposition SpaceMaker à l'ensemble des parties prenantes de leur projet, que ce soit urbanistes, architectes, des municipalités, etc. Et donc c'est ça, en quelques mots, c'est ça ce que nous sommes SpaceMaker. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de continuer à présenter des slides, je vous propose de regarder une courte vidéo. Alors je sais, on a testé que ça peut être un peu saccadé, donc je vais faire des pauses, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous envoie le lien vers la vidéo. Donc, la vidéo va présenter les principales fonctionnalités de SpaceMaker. Donc, ce que je vous disais, le début, c'est vraiment la mise en place du site. Donc là, vous voyez le site et puis vous avez votre environnement 3D qui permet de… Voilà, vous avez votre environnement 3D. Donc ici, c'est un site à côté de la Tour Eiffel où vous avez branché avec, on s'est branché avec avec l'IGN et avec le cadastre, ce qui permet d'avoir votre environnement 3D. Ensuite, une fois que vous avez votre site, donc là, vous avez votre site vide, vous avez les fonctions de conception. Et donc, soit vous avez des conceptions manuelles en 2D ou en 3D. Donc là, c'est avec du design paramétrique notamment. Ou tout simplement des fonctions un peu plus similaires à des modèles classiques d'architecture, mais très simplifiés. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme en design pour pouvoir utiliser SpaceMaker. Là, vous voyez un utilisateur qui… modifie les bâtiments en 2D et qui a un retour direct sur le nombre de mètres carrés qu'il est en train de créer. Une autre option, c'est d'utiliser le Generative Design. Donc là, en fait, vous voyez, et j'espère que c'est pas trop saccadé, vous voyez en fait vraiment la capture d'écran de l'outil avec un utilisateur sur ce site qui est en train de demander et de paramétrer les fonctionnalités de Generative Design. Et à chaque fois, vous voyez la machine qui lui propose un certain nombre d'options qu'il peut retravailler et sur lesquelles il peut travailler de manière itérative. Une fois que cela a été fait, donc vous avez commencé à définir votre site. Et donc là, vous avez votre site en 3D et vous avez donc ces analyses qui vous permettent donc là, en l'occurrence, une analyse d'ensoleillement qui vous permet de voir le plan d'appartement et de voir si il correspond à vos besoins. Ici, une analyse de luminosité. Une analyse de acoustique qui permet de voir les façades en jaune, c'est celle où il y a potentiellement un problème et où il faudra avoir une solution technique. Les vues sur la Seine ou sur la Tour Eiffel. Là, ici, c'est plutôt le confort de vent, très utile si vous avez par exemple des commerces et vous voulez positionner des terrasses de café. Donc là, ou bien des terrasses de café ou bien
parcs. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui est présentée sur cette vidéo, c'est les fonctionnalités d'optimisation. Et in fine, ce que SpaceMaker permet de faire, c'est d'avoir dans un seul outil l'ensemble de vos concepts, les concepts que vous avez développés, et donc de pouvoir les comparer entre eux. Soit vous comparez finalement une version 1 avec une version 2 avec une version 3 jusqu'à votre version finale, soit vous comparez des scénarios différents, peut-être une version, vous avez imaginé une tour sur votre projet, et une version, vous avez pas de tour, mais du coup, vous devez réallouer votre densité et vous les comparez si vous devez prendre la décision, par exemple, si vous voulez faire un projet avec ou sans tour. Donc, ce que vous avez vu dans la vidéo actuelle, c'est utilisé sur un site. Alors, on a utilisé un site volontairement de démonstration, puisque c'est le parc ou l'espace sportif à côté de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, SpaceMaker est utilisé par de nombreux promoteurs et architectes, donc parmi les plus grands promoteurs en Europe, sur plusieurs centaines de projets. Donc, on est présent en Norvège, en Suède et en Finlande, et puis en France depuis le début de l'année, où on travaille notamment avec Bouygues Immobilier, où on a signé un partenariat de recherche et développement avec le cabinet Valo des Pistres, qui nous aide à perfectionner notre plateforme pour le marché français. Et donc, pour peut-être rentrer un peu dans le concret, et puis pour comprendre en fait comment SpaceMaker s'utilise, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, j'ai sélectionné quelques cas d'usage réels qui permettent de montrer en fait comment on a allié densité et qualité de vie des logements. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais au début. Et donc, sans forcément tous les citer un par un, mais peut-être le premier, on a par exemple sur un projet densifié le projet sans compromettre les qualités des logements. C'est-à-dire qu'on a rajouté des mètres carrés en identifiant les zones à potentiel sur le site qui étaient sous-exploitées, mais sans nécessairement impacter les analyses d'ensoleillement ou de luminosité des logements environnants, parce que nécessairement, si vous rajoutez des volumes, vous pouvez impacter ces critères-là, et voire même en fait en réallouant certains volumes, en les déplaçant sur le site, en améliorant la vue sur la Seine. Et donc, on a densifié en améliorant les qualités de logement. Un autre cas assez intéressant, c'est que sur un projet, on a identifié un problème lié à une départementale. Et donc, l'équipe projet a pu anticiper dès la phase amont, avant même le dépôt du permis de construire, des éventuels problèmes acoustiques. Et du coup, ils ont changé légèrement la disposition de leur bâtiment pour créer une barrière un peu naturelle avec le bâtiment au bruit. Et donc, du coup, avoir une seule façade où techniquement ils devaient résoudre un problème acoustique plutôt que d'en avoir plusieurs sur l'ensemble du site. Et donc ça leur a permis en fait de le faire en quelques jours de travail, puisque ça a été identifié et corrigé assez rapidement, plutôt que de s'en apercevoir plus en amont, voire au moment de la commercialisation des logements. Voilà, d'autres cas d'usage intéressants sur ajuster le placement des programmes. Voilà, en fonction de la qualité du site, vous ne mettez pas nécessairement votre école ou vos logements aux mêmes endroits, et SpaceMaker vous permet d'avoir un outil de la décision. SpaceMaker ne va pas vous dire comment placer vos programmes, mais va vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de prendre la décision la plus éduquée possible, de manière la plus objective. Et puis, je pense qu'un dernier exemple qui est assez intéressant, c'est sur quoi on travaille, c'est que par exemple, avec SpaceMaker, on peut analyser et identifier les potentiels îlots de chaleur. Donc là, c'est plutôt sur des projets de taille conséquente. Mais la manière dont vous disposez vos bâtiments, vous allez plus ou moins impacter les flux de vent, vous allez impacter le rayonnement du soleil et donc créer potentiellement des îlots de chaleur. Et donc, SpaceMaker permet de les identifier et de corriger avec votre plan masse, de prévenir ces îlots. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était présenter un peu SpaceMaker de manière générale. Ce que j'aimerais faire pour la deuxième ou la dernière partie de cette présentation, c'est un peu zoomer sur le web generative design et comment on a abordé le problème chez SpaceMaker. Donc, cette capture d'écran, tout ce que vous verrez ici, c'est vraiment des captures d'écran qu'on a faites juste avant pour préparer cette présentation sur nos ordinateurs. Donc, c'est vraiment l'outil pur. Vous reconnaissez peut-être le site de la vidéo. Donc, je pense que je vais remontrer la vidéo de petites minutes pour vous montrer la manière dont le generative design est utilisé. En fait, ce que vous voyez là, le site est assez grand. Donc, vous allez diviser le site en sous-sections pour que l'outil résonne sur des sous-sections plutôt qu'une grande section. Ensuite, sur la gauche, vous mettez vos contraintes, vos paramètres.
donc le nombre d'étages moyens auxquels vous attendez, vos étages minimum, étages maximum, le type de disposition de vos bâtiments, et puis vous lancez l'outil. Je crois que la vidéo est accélérée 2 fois. Donc, voilà, donc ça dure 5 secondes. En 5 secondes, vous avez tout un tas de propositions. Et donc, l'idée ici, c'est de travailler de manière itérative. Je sélectionne une première solution et puis je regarde. Il y a voilà, les parties qui ont été grisées me plaisent. J'aime bien ces bâtiments. Les autres ne sont pas forcément ce que j'avais en tête et je relance mon analyse. Et vous voyez, en fait, il va vous proposer d'autres options en conservant à chaque fois la partie, donc là, c'est la partie est de votre site. Et sur la partie ouest, va vous proposer des solutions différentes. Une fois que vous en sélectionnez une, vous pouvez ensuite, et c'est ce que j'expliquais, aller retourner dans les outils de conception qui sont présents dans SpaceMaker ou dans les outils d'analyse pour vérifier si le site tel qu'il est ici vous plaît ou si vous voulez améliorer. Et donc, c'est ça finalement ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, sur comment le generative design peut être utilisé aujourd'hui dans une opération immobilière, enfin pour optimiser une opération immobilière. C'est vraiment, il faut le comprendre comme une étape et non pas comme un processus de bout en bout. Le generative design, chez SpaceMaker, nous l'avons inclus dans un processus de bout en bout, mais on va dire que c'est le début du processus. Vous commencez sur votre site et puis vous utilisez le generative design pour explorer un certain nombre de solutions, vous donner des idées, etc. Ensuite, vous pouvez utiliser le dessin 2D et 3D pour améliorer en fait ce que l'outil vous propose, le modifier légèrement, et puis vous analysez. Et puis vous apercevez dans votre analyse que vous avez potentiellement des problèmes d'ensoleillement. Et donc vous revenez de manière itérative, soit au generative design, où vous allez le relancer sur l'ensemble du site ou sur une petite partie, soit au dessin 2D et 3D, et ainsi de suite. Et en fait, in fine, vous allez faire ces boucles itératives un certain nombre de fois pour arriver à la fin à votre proposition qui est la plus optimale et qui répond aux contraintes que vous vous étiez fixées sur votre projet, les contraintes programmatiques de PLU, etc. Et donc, pour le generative design, aujourd'hui, par nos utilisateurs, en fait, quand on discute, alors il n'est pas forcément utilisé de la même manière par un promoteur ou par un architecte. Quand on discute avec un promoteur, ça va plus être, voilà, pour donner une idée du potentiel de constructibilité d'un site. Voilà, en quelques secondes, se donner un ordre d'idée, combien de mètres carrés je vais pouvoir construire avec une emprise au sol de tant de pourcentage, comment je pourrais disposer mes bâtiments, est-ce que je vais avoir des problèmes acoustiques, etc. Et puis, quand on discute avec les architectes, c'est plutôt sur avoir des nouvelles idées, ne pas forcément reproduire inconsciemment d'anciens concepts et se challenger. In fine, ils vont bien entendu, c'est eux qui vont créer le concept, mais ils utilisent la machine, voilà, en regardant ce qu'elle propose naturellement pour se dire est-ce que j'ai les mêmes idées, est-ce que j'ai des idées différentes, est-ce que je peux m'inspirer d'une partie de ce que la machine propose, et voilà, de très manière itérative. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que le generative design crée de la valeur pour les équipes projet, que ce soit pour le promoteur ou les architectes. Et à partir du moment où on considère que le generative design est une étape simplement du processus, on ne peut pas isoler la création de valeur du generative design seul. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder la création de valeur du processus en entier. Après, est-ce que le generative design était 20% de cette création de valeur, 40% ou 100%? Ça, on n'est pas forcément capable de le dire. Mais si on regarde, par exemple, un cas d'usage réel d'utilisation de SpaceMaker, on est arrivé sur le projet avec, l'équipe avait déjà une solution initiale. Donc, souvent, ça peut être une fiche de l'eau faite par un aménageur, typiquement. Et puis, il y a une première solution qui est avec un certain nombre de mètres carrés, un niveau acoustique certain, et puis un ensoleillement donné. Et l'équipe projet, en l'occurrence, a fait de nombreuses itérations avec SpaceMaker et à la fin est arrivée à une solution qui avait réussi à la fois améliorer la densité du projet, tout en accroître la densité du projet, tout en améliorant les conditions de vie des habitants. Et en fait, quand on regarde, donc il y a une amélioration finalement de la rentabilité du projet et une amélioration des coûts, puisque qui dit un niveau acoustique donné, plus il est élevé, plus vous allez avoir utilisé des solutions techniques coûteuses pour atténuer le bruit dans les logements, et une amélioration aussi
de la qualité de vie des habitants, puisque 25% des appartements les plus sombres étaient vraiment dans l'ombre. Et en fait, on a réussi à réduire et quasiment à doubler pour ces appartements-là l'ensoleillement qu'ils recevaient. Et simplement en agençant différemment les volumes avec les mêmes contraintes et sur le même site. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Enfin, c'était une présentation de SpaceMaker et du Generative Design. J'espère que les vidéos n'étaient pas trop saccadées. Et puis, je voulais finir peut-être si vous êtes intéressé par tous ces concepts de Generative Design. En ce moment, au pavillon de l'Arsenal, il y a une exposition qui s'appelle Intelligence artificielle et architecture en 3D et qui en fait présente comment les résultats des travaux de Stanislas Chailloux, qui est un architecte et ingénieur qui travaille chez nous, chez SpaceMaker, et qui a fait sa thèse à Harvard sur l'application du generative design pour des plans d'appartements. C'est ce que vous voyez en fait sur la droite, c'est les résultats de ces algorithmes qui, en fonction de la modification d'une forme, vont optimiser la manière de disposer des pièces dans un appartement. Donc, c'est un peu le futur de SpaceMaker. Aujourd'hui, on applique le generative design au plan masse. Et ce sur quoi on travaille, nos équipes de R&D travaillent sur comment on peut commencer à, une fois qu'on a fixé une enveloppe, optimiser l'intérieur de l'enveloppe de bâtiment. Voilà, donc je vous invite à aller voir. Il y a une exposition virtuelle et je crois que le pavillon de l'Arsenal va réouvrir ses portes très prochainement. Merci Jean-Baptiste. Fabrice, merci également de ta présence. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton rôle chez Vinci Immobilier? Oui, bonjour. Moi, je suis référent BIM national chez Vinci Immobilier, mais bon, je m'occupe également des sujets digitaux, en l'occurrence là du générative design, mais il y a pas mal d'autres types de sujets qui méritent d'y s'y intéresser. Généralement, il y a des passerelles avec le BIM, mais tout ça est pour moi globalement un peu le même sujet. Top, on y reviendra. Alexandre, merci également. Même question, est-ce que tu peux nous décrire ton rôle et puis du coup peut-être enchaîner avec les principaux projets internes de Generative Design chez Vinci? Alors bonjour à tous, donc moi je m'appelle Alexandre Cousin, je travaille chez Vinci Construction France et moi j'ai la responsabilité pour le coup exclusive de la partie Generative Design. Et donc nos enjeux sont assez vastes puisque les métiers de Vinci Construction France sont assez divers. Donc on a une petite partie promotion, mais on a surtout de la construction. Et mon rôle, ça va être de détecter là-dedans, chez nous, dans nos ingénieries, où est-ce qu'on peut aller chercher de la valeur et essayer de faire en sorte de développer des nouveaux outils de Generative Design pour dégager du temps à nos ingénieurs, à nos concepteurs, pour qu'ils puissent se concentrer sur les parties vraiment à forte valeur ajoutée de leur métier, plutôt que effectivement itérer encore et encore sur des solutions jusqu'à trouver la bonne. Donc je rejoins complètement le discours de Jean-Baptiste là-dessus. On va essayer de les aider à construire des outils qui vont leur dégager du temps, qui vont les aider à prendre des décisions rapides sur des parties à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur leur métier. Alors chez Vinci Construction France, aujourd'hui, on a différents enjeux fortement liés à nos ingénieries et les champs d'application sont assez vastes. Donc on peut générer, comme ce que Jean-Baptiste vient de nous présenter, donc des plans masse, des enveloppes de bâtiments à l'échelle d'une parcelle, mais on peut aussi très bien imaginer déployer des technologies similaires sur des problématiques d'ingénierie en termes de conception thermique de bâtiments, en termes d'optimisation de systèmes de fondation. Donc c'est sur ces problématiques-là qu'on travaille aujourd'hui. Donc dans le détail, on peut pas rentrer sur tous les cas d'usage qu'on a, qui sont aussi, on est sur une technologie qui est si la technologie n'est pas neuve, les cas d'application les sont. Donc, c'est des choses que chaque entreprise essaye de développer et de garder un peu pour le moment en tant qu'avantage concurrentiel. Mais en tout cas, les champs d'application sont assez vastes et notamment pour nos ingénieries aujourd'hui. Merci Alexandre. Fabrice, de ton côté, je sais que la plateforme t'a été présentée. Des discussions ont eu lieu avec SpaceMaker. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses d'un tel outil pour les activités de Vinci Immobilier maintenant et dans le futur? Oui, en fait, nous à la différence par exemple de Vinci Construction, on ne peut pas se considérer comme étant
ingénieurs, au même titre en tout cas, même s'il y a des ingénieurs chez Vinci Immo, bien sûr. Nous, les technologies telles que SpaceMaker, BIM et autres, ça nous intéresse parce qu'on nous les propose. C'est-à-dire qu'on va échanger avec des gens qu'on missionne, des prestataires, des partenaires qui vont résoudre des problèmes sur nos projets et potentiellement en utilisant des technologies ou qu'on ne connaît pas ou en ne les connaissant pas. Et en fait, c'est pour ça que nous, on s'y intéresse. On a commencé à échanger avec SpaceMaker avant qu'un de nos architectes ou un de nos aménageurs, ou peu importe quel prestataire aurait pu nous le présenter. On l'a fait de nous-mêmes avant que quelqu'un vienne nous voir. Pourquoi on le fait? Parce que si nos prestataires ne s'y emparent pas, c'est peut-être à nous de leur dire et de leur conseiller d'y aller. C'est un peu vrai pour le BIM. Moi, je l'observe comme ça aussi pour le BIM. Les architectes, en tout cas une partie, ou autres prestataires, pas stigmatiser du tout les architectes, en l'occurrence, ils sont plutôt partants, ont besoin aussi que les maîtres d'ouvrage leur disent, bah, nous, ça nous semble intéressant, allons-y. Et c'est vrai pour plein de technos et de sujets digitaux. SpaceMaker, à mon avis, en fait partie et voire même est un des plus prometteurs. Enfin, ce qui a été présenté là, je pense, fait un peu briller les yeux de pas mal d'ingénieurs qui ont itéré jusqu'à s'en rendre fou. Donc là, on voit bien l'intérêt pour nous, même s'il est un peu indirect. C'est clair que chez VCF, il y a un intérêt beaucoup plus direct pour les gens qui sont embauchés chez VCF. Comment se sont passés un petit peu les échanges avec ces startups et qu'en retires-tu aujourd'hui? Alors déjà, bon, SpaceMaker est actif sur les réseaux. Donc moi, j'avais déjà un petit peu vu. J'avais rencontré Stanislas Chailloux, dont on a parlé, qui a fait une thèse effectivement brillante et qui avait attiré notre attention. Ça a été fait notamment par l'aide de Catalyst, hein, c'est-à-dire que le programme Léonard et en particulier Catalyst nous a permis d'échanger avec SpaceMaker, d'autant plus que c'est une société évidemment, mais avec des particularités au sens où c'est une start-up qui lève des fonds, ou qu'en a levé en tout cas, norvégienne, donc pas tout à fait de la même culture. Et là, moi j'ai beaucoup bénéficié de ton aide, Louis, et de celui de Guillaume pour que les échanges soient fluides et qu'il n'y ait pas toutes ces petites choses qui peuvent un petit peu faire des incompréhensions et qu'à la fin empêchent à ce que ce soit fluide et que ça avance vite. Donc c'est comme ça qu'on s'y est pris. Après concrètement, moi je suis un intermédiaire. Le but pour moi, c'est de faire découvrir cette techno-là à mes collègues qui eux travaillent dans des services grands projets, des services aménagement, etc. Et donc pour ça, on a choisi de créer des ateliers. Donc on a rencontré plusieurs fois les collègues de Jean-Baptiste pour qu'on comprenne petit à petit qu'est-ce que ça fait, quelles sont les promesses, dans quelle mesure c'est vrai, c'est pas vrai, parce que c'est comme ça qu'on avance, on se pose des questions, on doute et puis on se laisse convaincre au fur et à mesure. Voilà, c'était vraiment intéressant, notamment de faire, on a fait, je me rappelle, une demi-journée de test où on manipulait tous l'outil sur un projet comme ça, lambda, pour se rendre compte. Et c'était vraiment intéressant parce que on s'est rendu compte que l'outil était relativement facile à utiliser. C'est vraiment du design, enfin du sketch, quoi. C'est pas SketchUp, c'est bien plus simple à utiliser et on arrive assez vite à avoir des informations, notamment. Alors pour le coup, on a beaucoup testé non pas la partie générative design, mais la partie qui permet de faire des petites simulations qui est quasiment en temps réel sur l'accès aux vues, l'ensoleillement et tout ça. C'était vraiment intéressant. Et l'intérêt pour mes collègues, mais pour moi aussi, je vais le dire autrement, hein, mais ça a été dit, c'est de réussir à objectiver des critères. Autrement dit, quand on appréhende comme ça une parcelle qui parfois est vraiment très grande, on a du mal à objectiver des critères. Alors bien sûr, il y a des critères de CHAB, voilà, il y a des chiffres qui sont connus et des objectifs chiffrés. Mais à chaque itération, on a du mal à mettre en face la solution A, B, C et D en face de tous les critères qu'on aimerait jauger. Et ça, c'est compliqué, alors que SpaceMaker le rend plutôt facile, presque ludique,
moi, personnellement, je me suis un petit peu amusé. Je me suis rendu compte que je n'étais pas architecte ni urbaniste, et heureusement pour tout le monde. Mais voilà, il y a un petit côté ludique, c'est assez simple à utiliser. Mais en réalité, ce qui était pertinent, c'était l'idée que choisir une des solutions, aussi créative soit-elle, devenait plus simple avec l'outil. La partie générative design étant finalement une source de propositions, et on peut itérer aussi, mais ça tu l'as montré Jean-Baptiste, donc moi je reviens pas dessus. Après c'était vraiment intéressant aussi parce que finalement autant l'outil est simple et attrayant, autant on a un petit peu de mal à se projeter dans comment on va l'utiliser. Alors ça c'est une question qui reste un petit peu d'ailleurs, parce qu'on n'a pas été tout à fait au bout de la démarche, mais c'est une question qui reste, et notamment, vous l'avez dit, mais est-ce que ça enlève pas une part de créativité à nos architectes et à nos urbanistes, sachant qu'en plus chez Vinci Immobilier, on est attaché à ça. Donc tout de suite, mes collègues de formation architecte m'ont dit attends, voilà, et c'était vraiment intéressant ça. Donc du coup, pour le coup, on a à peu près, on s'est tous rassurés là-dessus parce que, et puis la vidéo le montre bien, c'est un outil, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de gérer des données mathématiques. Donc, quel est le pourcentage d'appartements vus sur la Seine? Et ça, en suffisamment peu de temps pour qu'on puisse le demander à chaque itération, alors que sinon, ce serait peut-être pas si simple. Par contre, tous les concepts urbanistiques, d'intégration dans un quartier, tout ce qui est conceptuel et qu'une machine ne sait pas gérer, et peut-être ne saura jamais d'ailleurs, bah ça, c'est facteur d'une complexité complètement dingue, qui sont bien sûr aux mains des archis et des urbanistes. L'outil sert juste à, sur ce qui est simple, entre guillemets, mathématicable par un chiffre, dire voilà, on est au-dessus ou en dessous de la norme, et donc on peut y aller ou pas. Et du coup, à rétrécir vers le champ des possibles, en tout cas pour les critères qu'on a identifiés. C'est aussi très structurant parce que ça oblige à fixer des critères. Oui, il y a l'ensoleillement et tout ça, mais on peut en mettre d'autres. Et donc ça rajoute une couche qui, à mon avis, en termes de prospective, en tout cas, est intéressante. Donc sur cette... Non, Ouais. j'allais compléter parce que pour compléter sur ce que tu disais, parce qu'il y a deux éléments qui me sont très intéressants. Le premier, c'est sûr, est-ce qu'on enlève de la créativité aux architectes? Et je pense que ta phrase en disant que tu t'es rendu compte que toi, tu n'étais pas architecte de formation, ou, enfin, moi, je subis la même chose parce que je suis ingénieur de formation et absolument pas créatif. L'outil en lui-même n'a pas spécialement de pouvoir créatif. En fait, c'est ce que tu dis, c'est un outil et c'est à la personne qui l'utilise d'ajouter son pouvoir créatif. Si, j'ai fait preuve d'une certaine créativité, mais vraiment pas. non, mais oui, c'est pas fait pour. C'est pas un outil. Ça c'est le premier élément. Ensuite, pour compléter là-dessus, d'ailleurs, en fait, densité et qualité de vie dans la pensée architecturale, en fait, si vous voulez optimiser l'ensoleillement d'un bâtiment ou d'un site, vous allez faire l'architecture des années 60 et vous allez faire des barres les unes à côté des autres en vous assurant que l'ombre d'une barre n'aille pas sur l'autre barre, et ça c'est très bien parce que des barres ça bloque le bruit, et puis tout le monde reçoit le soleil si vous l'orientez correctement. On peut pas faire un site comme ça aujourd'hui. Donc, il faut bien qu'il y ait un humain qui réfléchisse et qui pense à optimiser l'ensoleillement et la densité, mais pas mathématiquement. C'est-à-dire, il va utiliser l'outil pour arriver à améliorer de manière progressive son projet. Et ça montre bien, en fait, le besoin d'un humain. Et aujourd'hui, ce rôle, il est tenu par les gens, par les architectes, ou parfois par des concepteurs dans certains promoteurs. Et enfin, le deuxième point sur lequel je voulais revenir et que tu as très bien souligné, c'est en fait SpaceMaker, c'est un outil qui s'insère dans des nouvelles méthodes de travail. Et c'est ça finalement en fait ce qui peut être perturbant, qui est un challenge, mais qui aussi peut générer le plus de création de valeur, c'est lorsqu'on arrive à se transformer avec cet outil en utilisant SpaceMaker sur un nouveau projet. Et en fait, la difficulté, c'est pas tant de prendre en main l'outil, parce que comme tu l'as dit, il a été volontairement pensé, et je suis ravi que tu dises ça, parce que je le dirai à nos équipes produits et à nos équipes design, ils seront ravis d'entendre que l'outil paraît ludique, facile à prendre en main, etc. Mais c'est plus savoir quand je l'utilise, comment je l'utilise, avec comment j'utilise l'outil dans une réunion, par exemple, entre un promoteur et un architecte,
Est-ce qu'on repense la manière dont on organise la réunion, etc. Par exemple, en regardant tous les deux le modèle dans SpaceMaker. Et c'est ça, en fait, ce qui peut prendre, ce qui peut perturber et ce qui nécessite un peu d'accompagnement de notre part. Et c'est ça qu'on fait chez SpaceMaker. On accompagne à chaque fois nos clients pour les aider dans ce chemin. En fait, vas-y, Fabrice. Ok. En fait, effectivement, je dis que l'outil est très simple et c'est effectivement, mais c'est un petit peu comme, enfin, moi je pense souvent au BIM, c'est un petit peu par là que je suis rentré, mais on parle tout le temps de maquette numérique, mais on parle pas de l'organisation qu'il faut mettre en place pour qu'elle donne ses fruits. Pour SpaceMaker, je pense que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, l'outil est pratique, facile, etc. Par contre, il faut réfléchir à comment on l'insère dans un process qui fonctionne. Et donc, c'est une question effectivement qu'on s'est posé aussi, et elle est pas neutre cette question. Ça pose des questions. Du coup, ça nous interroge nous-mêmes sur la façon dont on travaille. On peut même se rendre compte du coup qu'on travaille pas tous tout à fait de la même manière selon les différentes directions, etc. Donc, c'est intéressant. Et puis voilà, qui va l'utiliser, qui va le manipuler? Nous, on s'est posé des questions. Hein. Est-ce que c'est nous qui l'utilisons? Est-ce que c'est l'archi, l'urbaniste? Est-ce que c'est vous? On en avait parlé entre nous. Est-ce qu'il faut un SpaceMaker manager? Enfin, on a brainstormé, donc je vous livre ça sans filtre. En tout cas, la question, elle est logique parce que c'est du collaboratif. C'est-à-dire que on peut tout à fait jouer. On dit que c'est ludique, alors on peut jouer à créer son petit. Mais le but, c'est de réussir à le présenter à tout le monde et de voir qu'est-ce qu'il en ressort avec les contraintes de chacun. Pas que les contraintes mathématiques, mais tout le reste qui est le plus compliqué. Donc ça, c'est une question qu'on s'est posée, à laquelle finalement on n'a pas complètement répondu, si ce n'est en se disant qu'il fallait qu'on fasse un test pour avoir cette réponse. Et le test, tu le sais, Covid arrivant, on n'est pas allé bien plus loin, donc on s'en reparlera quand ce sera possible. Une dernière question qui est arrivée et qui était vraiment intéressante aussi, c'était qui est le client? C'est une question, tu y as répondu tout à l'heure, mais c'était une interrogation logique de mes collègues. Est-ce que c'est vraiment à nous d'acheter ou est-ce que c'est à l'urbaniste? Moi, j'y ai répondu aussi un peu tout à l'heure en disant que voilà, c'était parfois au maître d'ouvrage de pousser un usage, mais quelque part, c'est pas le maître d'ouvrage qui modélise la maquette archi, encore que ça peut arriver. En tout cas, c'est une question à laquelle je te laisse répondre, Jean-Baptiste, parce que je sais que tu as une réponse. Ouais. Non, en fait, avant de répondre à celle-là, sinon je risque d'oublier, sur la manière dont les entreprises s'organisent pour utiliser SpaceMaker. Nous, on a la chance de travailler avec des dizaines de promoteurs immobiliers différents. Et en fait, ils sont tous un peu organisés différemment parce qu'ils ont leur culture propre, ils ont leurs compétences propres. Il y a bien des grandes tendances. Il n'y a pas de SpaceMaker manager comme il y a un BIM manager. C'est vraiment chaque équipe projet qui doit s'en emparer. Plus il y a de collaboration et plus les réunions sont en commun, par exemple, entre tous les membres d'un projet, plutôt que de le gérer SpaceMaker chacun de son côté, plus c'est efficace. Mais ensuite, dans le détail et dans la manière dont ça fonctionne, ça dépend un peu ça dépend du contexte du projet, et puis deux, ça dépend de l'appétence de l'appétence pour le digital, de la manière dont la collaboration se fait traditionnellement sans SpaceMaker entre un architecte et un promoteur, etc. Ça, je voulais le dire. Et effectivement, nous, c'est ce que nous c'est une des valeurs que nous on apporte chez SpaceMaker, c'est que non seulement on apporte cet outil et ce logiciel, mais ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois on apporte l'accompagnement qui va avec, et on voit bien qu'il y a besoin d'un fort accompagnement de nos clients dans les 12 premiers mois, en fait, pour trouver ensemble quelle est la meilleure manière de fonctionner en connaissant les caractéristiques d'une entreprise. Et dans une autre vie, je faisais aussi du conseil avant. Et en fait, dès qu'il y a des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, ce qu'on disait, c'était que c'est 10% la donnée, 20% les technologies et 70% les hommes et les process. Et c'est là la création de valeur, elle vient de là, 70% des hommes et des process. Et ça, il faut le trouver, ça prend du temps. Et c'est ça le challenge, c'est ça qui est excitant aussi. Ensuite, sur la question des clients et des utilisateurs, en fait, notre conviction chez SpaceMaker, c'est que le client doit rester le maître d'ouvrage parce que, in fine, un projet qui est optimisé, la valeur qui en est extraite revient au maître d'ouvrage. C'est-à-dire que si je parviens
à densifier mon projet, les mètres carrés supplémentaires sont vendus par le maître d'ouvrage. Si je parviens ou si je maintiens la densité constante, mais que j'optimise la qualité de vie, soit mon permis de construire va m'être attribué plus facilement, soit je diminue les risques de commercialisation in fine, soit en fait si j'améliore les vues sur la Seine, eh bien j'augmente potentiellement le prix de vente de mes appartements. Donc on voit bien que la valeur elle est extraite. Il y a une valeur certaine pour l'architecte puisque lui il est capable de réaliser peut-être plus rapidement son projet, de le réaliser, d'enrichir sa pensée, etc. Mais c'est pour ça que nous, on est convaincus que les utilisateurs, c'est l'ensemble des parties prenantes d'un projet et le client, on va dire la personne qui supporte les coûts de SpaceMaker et le maître d'ouvrage. Donc ça, c'est notre conviction pour le moment et c'est comme ça qu'on s'est développé dans les pays où on est présent. Jean-Baptiste, Fabrice a évoqué donc, le Covid et cette situation qui a avancé, a décalé les discussions. De votre côté, comment s'est passé ces 3 derniers mois dans ce contexte? Alors, en interne, mais je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de gens, nous, ça n'a pas changé grand-chose puisque on est arrivé à travailler de manière en remote. Cela dit, on s'est aperçu que avant toutes nos formations à SpaceMaker étaient faites quasiment en présentiel et on s'est aperçu qu'on pouvait aussi réaliser des formations à distance de manière efficace. Donc, on a démarré avec les clients que j'ai présentés, nos partenaires et clients que j'ai montrés tout à l'heure. Les projets ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. En tout cas, ceux qui n'étaient pas arrêtés pour des raisons de Covid, comme on est sur des avant-projets, ils ne sont pas nécessairement arrêtés, il n'y a pas de chantier en cours. Ensuite, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec Vinci Immobilier, les discussions, mais c'est tout à fait logique, se sont interrompues ou ont été mises en pause pendant les moments où il fallait gérer l'urgence. Et là, on voit bien d'ailleurs depuis 15 jours, mon agenda se remplit et est beaucoup plus intense. J'ai beaucoup plus de réunions parce que les gens, on voit bien que l'activité n'est pas repartie à 100%, mais en tout cas, il y a un retour à la normale et maintenant, les discussions avec nos différents interlocuteurs ont repris tout à fait comme avant le mois de mars. Et au niveau du développement de l'outil, j'ai vu passer une news vous avez rajouté le design des parkings à SpaceMaker. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont intégrer l'outil, on va dire, dans les mois à venir? Oui, alors moi, quand je suis arrivé au mois de mars chez SpaceMaker, j'ai fait mes 15 premiers rendez-vous. 15 personnes m'ont parlé du PLU. C'est à peu près logique. Depuis, à chaque fois que j'ai pas un rendez-vous en France sans qu'on me parle du PLU. Donc c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. On a mis notre équipe produit est à fond sur cette fonctionnalité parce que c'est très important pour le marché français, qui est capable en fait finalement, si on raisonne, c'est juste de rajouter des contraintes supplémentaires parce que alors on va pas gérer les contraintes esthétiques de quel type d'enduit vous devez mettre sur votre façade, mais les règles de prospect, les règles de retrait, etc. sont des règles mathématiques qui se modélisent assez bien et donc de pouvoir permettre à l'utilisateur de rentrer ces contraintes et ensuite de visualiser si sa maquette respecte ou non ces contraintes géométriques, voire même dans le generative design, de pouvoir rajouter des règles qui évitent dans l'ensemble des propositions qui sont proposées par la machine, d'avoir des règles qui respectent les règles de retrait, qui respectent les règles de prospect, etc., ou des règles de hauteur maximale. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, il y a tout un axe. Donc c'est un premier axe. Il y a un second axe qui est sur l'environnement. Travailler, donc j'en ai parlé sur les îlots de chaleur. Travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments, comment en fait à matériaux constants, si vous disposez vos bâtiments de 2 manières différentes en fonction du rayonnement qu'il va recevoir du soleil, des flux de vent, vous allez plus ou moins optimiser sa conservation d'énergie. Donc ça, c'est un deuxième axe sur lequel on travaille. On travaille beaucoup aussi sur un axe de collaboration, comment on peut optimiser la manière de collaborer. Un peu la différence entre PowerPoint et Google Doc, où il y en a un où vous êtes sur votre ordi et puis Google Doc, vous pouvez collaborer à plusieurs. Donc, comment on peut améliorer cette collaboration dans SpaceMaker? Un quatrième axe, c'est le niveau de détail. Là, on a beaucoup parlé de l'enveloppe des bâtiments, mais c'est ce que je disais à la fin, en fait. Comment on peut optimiser, par exemple, les plans d'appartements au sein d'une enveloppe? Comment vous pouvez même tout simplement définir vos plans d'appartement avec SpaceMaker ou le faire dans SpaceMaker. Un cas d'usage que je n'ai pas cité, mais c'est par exemple,
vous avez votre enveloppe, vous voulez savoir où vous positionnez vos T4, vos T2, vos T3. Eh bien, vous voulez peut-être vous assurer, par exemple, pour un T2, qu'il a sa façade au calme, parce qu'il n'a pas forcément l'occasion d'avoir deux façades. Et donc, alors qu'un T4, vous pouvez en mettre une qui optimise l'ensoleillement, une qui optimise l'acoustique. Et donc voilà, vous pouvez utiliser les analyses de SpaceMaker pour faire ça. Donc voilà, donc c'est ça on va dire les grands axes sur lesquels on travaille en ce moment. Et l'outil, en fait, c'est l'avantage d'être une plateforme SaaS, c'est qu'il n'y a pas c'est comme les applications qu'on connaît tous. Chaque semaine, il y a des mises à jour qui sont faites. Donc les parkings en étaient une, notamment il y a le mois dernier, où on a pu maintenant vous pouvez designer en quelques clics un parking et ça vous donne le potentiel de places que vous pouvez placer sur votre parking. Super. Je pense qu'il y aura des discussions à avoir aussi avec Alexandre sur les nouvelles fonctionnalités dans le futur. Avec plaisir, avec grand plaisir. Si des gens dans l'audience ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra les poser aux intervenants à la suite. Quand même, au niveau de la concurrence, Jean-Baptiste, il y a des acteurs qui existent, et dans le générative design, ce type de plateforme. Comment vous différenciez, vous, SpaceMaker? Alors, en fait, je pense que si vous prenez toutes les fonctionnalités une à une de SpaceMaker, vous allez toujours trouver une entreprise qui le fait et peut-être qui le fait comme elle s'est spécialisée, qui va peut-être le faire de manière un peu plus précise ou un peu mieux. Par contre, une entreprise qui est capable d'avoir une plateforme avec l'ensemble de ses fonctionnalités en un seul endroit, en tout cas en Europe, moi je n'en connais pas qui fasse exactement comme SpaceMaker, qui soit capable de réunir l'analyse d'ensoleillement, l'analyse de luminosité, l'analyse de acoustique, l'analyse de vent, prochainement l'analyse d'efficacité énergétique, en parallèle de faire des outils de conception 2D, 3D, du génératif design, l'optimisation de moteur. Voilà. Donc si on les prend tous indépendamment, oui effectivement. Ensuite, si on les prend tous ensemble, c'est ça notre différence majeure. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Jérôme Bertrand. Bonjour Jérôme. Sur la manière dont le coût du logiciel, en fait, c'est une très bonne question. Je l'ai un peu évoqué, mais la manière dont SpaceMaker fonctionne, c'est une équipe projet qui va travailler sur un projet. Et donc, en fait, la licence de SpaceMaker, c'est pas une licence à l'utilisateur, c'est une licence au projet. Et donc, en fait, ce qu'on vend, c'est que quand on signe un contrat pour un certain nombre de projets. Et ensuite, pour chaque projet, c'est illimité. Vous avez autant d'utilisateurs que vous voulez. Donc, il y a pas de, et autant d'usages qu'on veut. Donc, le projet, s'il dure 2 ans, la licence durera 2 ans. Et puis, s'il y a 100 utilisateurs, on s'assurera que les 100 utilisateurs puissent participer sur le projet. Ça, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, donc c'est un peu ce qu'on fait au début, notamment, c'est compréhensible lorsqu'on débute, on veut trouver un peu comment utiliser SpaceMaker, etc. Et en fait, ce qu'on voit avec nos plus anciens clients, ceux qui sont vraiment, qui sont complètement convaincus, qui ont changé leur méthode de travail et qui utilisent SpaceMaker sur quasiment l'ensemble des projets éligibles, en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est que on signe des contrats, ce qu'on appelle nous des Enterprise Agreements, où il n'y a pas de limite au nombre de projets. C'est juste chaque année, on revoit en fait l'activité qui est faite, on estime un coût, on voit bien le nombre de projets sur le. Enfin, une entreprise connaît bien son nombre de projets maximal ou le nombre de projets sur lequel elle utilise SpaceMaker. Et voilà, on travaille comme ça au cas par cas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au projet et non à l'utilisateur. Merci Jean-Baptiste. En attendant de voir s'il y a d'autres questions, je vais demander aux intervenants s'ils peuvent laisser leur email dans le chat général, s'il y a des gens qui voulaient les contacter en direct. Pour ceux qui seraient intéressés aussi par SpaceMaker, juste après d'ici 5 minutes, vous pourrez aller dans les stands virtuels, dans l'espace exposition de la plateforme. Donc, il y a le stand de SpaceMaker, il y a également les stands de toutes les startups du programme Catalyst. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, je viens de mettre mon mail si jamais il y a des personnes qui veulent me contacter, avec grand plaisir. Parfait. Vous et Fabrice et Alexandre à faire de même. Je vais aussi mettre le mien. Bon, je crois qu'on a été assez complet dans les échanges, puisqu'apparemment, il n'y a pas encore d'autres questions. Alors,
j'attends dès qu'il réveille. En tout cas, c'est Jean-Baptiste est donc arrivé quand déjà chez Spacemaker? Je suis arrivé le premier jour du confinement. Voilà, pour une bonne période. Voilà. Bon, ben, je vais vous remercier parce que l'heure est quasi terminée. Donc, merci à nos intervenants, à Fabrice, Alexandre et Jean-Baptiste. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le panel de direction, qui est une plateforme de modélisation fonctionnelle et financière des actifs et des infrastructures complexes. Donc là, on sort de l'IA, on passe dans les stats et la méthode Monte Carlo. Ce sera intéressant aussi. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.